Femmes aux multiples facettes à la présentation de cette émission Nobis Molongia pour vous servir toujours avec notre invitée permanente qui est Maman Marie-Josée Bounsana, cadre du MLC et présidente du cartel de femmes politiques leaders. C'est avec elle qu'on va échanger, parler un peu de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. On va parler de femmes, bien sûr, comme elle est présidente du cartel de femmes. On va aussi parler du cartel. Je commence déjà à dire bonjour maman. Bonjour Nobis, merci. Je vous remercie de m'avoir encore une fois invité à cette émission. Je remercie aussi l'équipe technique qui nous accompagne. Et bonjour à eux et bon week-end. Maman, comment se porte le cartel? Je viens d'une réunion de l'Assemblée extraordinaire du cartel où on a levé des options pour l'avenir du cartel. Et donc les femmes étaient là, on a tenu notre assemblée générale extraordinaire. Tout s'est bien passé, seulement les femmes ont pu soulever quelques points que nous allons voir comment nous pouvons essayer de travailler sur ce point-là pour que les femmes soient massivement reprises sur les listes de leur parti politique en tant que candidates. Parce que les femmes rencontrent beaucoup de difficultés, malgré que la loi demande il faut qu'il y ait des femmes sur les listes électorales et également le parti qui va aligner plus de femmes sur une liste. La liste, ils ne vont pas payer les frais, mais malgré cela, il y a toujours des problèmes au sein de nos structures politiques. Donc nous allons y travailler et mener également des plaidoyers pour que nos voix soient entendues et que les chefs des partis politiques, ceux-là, pas seulement les chefs des partis politiques, mais les structures qui travaillent pour aligner les personnes sur les listes électorales, prennent en compte la participation féminine. Merci. Est-ce qu'il y a toujours des adhésions jusqu'à présent? Oui, il y a des gens qui adhèrent, les femmes, surtout maintenant, à l'année préélectorale, il y a beaucoup de femmes qui adhèrent parce que elles sont décidées. Oui, pour la formation, pour renforcer leurs capacités. Et nous aurons une formation la semaine qui suit. On a un programme de formation sur la communication politique et la mobilisation de l'opinion publique parce que c'est très important pour les femmes politiques, savoir comment haranguer la foule, comment attirer cette opinion public. Donc c'est la formation que nous aurons la semaine prochaine. Donc les femmes sont vraiment très prêtes, elles sont motivées pour les élections de 2023. Parlons de la CENI. Comment comprenez-vous l'idée de faire voter les Congolais de l'étranger? Oui, c'est une idée géniale. Pourquoi pas les Congolais de l'étranger? Parce que nous voyons quand il y a élection dans d'autres cieux, les membres de ces pays, ils votent même à l'étranger. Mais pourquoi nous, on interdit, on empêche aux Congolais qui sont à l'étranger de voter? C'est pas parce qu'ils ont choisi une seconde patrie qu'ils sont plus Congolais. Ce sont des Congolais, donc ils ont droit à émettre leurs avis pour les dirigeants de la République. Parce que les dirigeants ne sont pas seulement les dirigeants des Congolais qui vivent au pays, mais également pour tous les Congolais partout au monde. Donc eux aussi, ils ont un avis à donner en ce qui concerne les élections. Moi, j'appuie, je soutiens. C'est vraiment une bonne idée et pourvu que cela soit appliqué. Parlons un peu de la sortie médiatique de Nanga qui a fait sa sortie médiatique malgré que il a été menacé de mort au processus électoral de 2018. Aujourd'hui, il fait ça, c'est pour intimider Denis Kadima ou c'est comment? Moi, je dirais que M. Nanga, c'est quelqu'un que je respecte. C'est un monsieur très intelligent, mais quand nous mettons notre intelligence au service du mal, là, ça devient un peu trop compliqué parce que M. Nanga a manqué l'occasion de se taire. M. Nanga n'est pas une personne qui doit parler.
il devrait vraiment se taire, parce que si on a connu les élections telles que cela se déroulait en 2018, c'est à cause de M. Nanga. Et tout ce que le pays a connu, des difficultés qui nous poursuivent jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de M. Nanga. Donc M. Nanga n'a pas de leçon à donner à M. Denis Kadima. Qu'on laisse M. Denis Kadima, c'est un expert. C'est un expert s'il est là parce qu'on croit, on l'a considéré comme quelqu'un qui maîtrise la matière électorale, qui laisse à M. Denis Kadima de faire son travail. Lui, M. Nanga, a raté l'occasion de se taire. Il n'a pas de leçon à donner à l'équipe qui gère la CENI pour le moment. Et surtout que ses propos énervent plusieurs, parce que si on a connu des élections catastrophiques, donc c'est à cause de M. Nanga. Il porte cette responsabilité et le peuple congolais ne lui pardonnera pas si lui-même ne demande pas pardon. Il était quelqu'un peut-être qui pouvait s'amender, de reconnaître ses faiblesses, les faiblesses de ces élections que lui avait organisées, mais malheureusement ici au Congo, personne ne reconnaît ses fautes et personne ne reconnaît ses erreurs. C'est dommage parce que tant qu'on ne va pas reconnaître ses erreurs, tant qu'on ne va pas reconnaître ses faiblesses, il sera difficile à la personne de pouvoir s'amender et se corriger également. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on n'a pas de leçon à donner à d'autres. Donc, question de laisser les autres faire le travail et eux-mêmes, ils sont responsables de l'avenir du pays. Donc, ils font leur travail, on les observe et nous croyons qu'ils vont bien faire leur travail, qui vont vraiment nous faire de bonnes élections et qu'après ces élections, il n'y aura pas un climat tendu, il n'y aura pas assez de protestations parce que dans toutes les élections, il y a toujours des protestations, même dans les vieilles démocraties, mais il faut quand même qu'il y ait moins de protestations que telles que nous les connaissons. Dans notre pays, on a des élections qui nous divisent. Pourquoi? Parce qu'on ne laisse pas ceux-là qui ont été élus de prendre des fonctions. Il y a des personnes nommées, il y a des personnes, il y a des tendances, il y a des familles entières qui prennent le pays en otage. Donc nous demandons vraiment que ces élections soient quand même bien organisées afin que nous puissions apaiser le climat dans le pays. Déjà, on a des problèmes énormes. Il ne faut pas qu'on ajoute encore d'autres problèmes à cause de mauvaises élections. Maman, pour entrer encore, nous voulons un mot pour le Congolais de Bunagana. Oui, je compatis, ça me fait très mal. Je me mets à leur place. Je me mets à leur place parce que ces gens-là vivent une tension terrible. Ils sont là, désemparés, ils savent que faire. Mais nous continuons, nous les soutenons et croyons que nos forces armées, nous félicitons le président de la République dans la réorganisation des structures militaires. Nous espérons, avec l'aide de Dieu, comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai dit, mais nous avons un éternel Dieu des armées. Il y a le Dieu créateur, lui, c'est un éternel Dieu des armées. C'est lui, nous avons, en lisant l'histoire de la Bible, on a vu comment Dieu a déployé son armée céleste pour combattre pour son peuple, et nous tournons nos regards, malgré nos faiblesses, nous avons péché, c'est vrai. Il y a des choses qui se sont faites dans notre pays qui n'ont pas plu à notre Seigneur. C'est peut-être pour cela que nos cris ne sont pas, je dirais pas, ne sont pas entendus. Nous croyons, nous avons la foi que Dieu nous écoute, il pardonne nos fautes et Dieu viendra à notre secours ensemble avec nos forces armées pour que nous puissions récupérer Bunagana. Parce que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole qu'on ne déplace pas les bornes anciennes. Voilà. Donc nous croyons que ce sont nos terres et personne ne peut nous ravir ce que Dieu nous a donné. S'il faut toujours parler du changement de commandement au sein de l'armée, est-ce que ça valait la peine? Oui, ça valait vraiment la peine ce que le président de la République a fait parce que c'est lui qui est le magistrat suprême, c'est lui qui connaît ses troupes, donc faire ce réaménagement, il sait ce qu'il est en train de faire
Et donc, c'est quand même une bonne chose. Moi, je crois, on est là quand on assume les fonctions dans les institutions de la République, quel que soit où l'on est placé, on doit savoir que c'est pour un temps. On ne peut pas s'éterniser à des postes parce que des fois, quand on dure un peu trop, quand on s'éternise et après, on commence à démontrer ses faiblesses, là, c'est pas bon. Donc, de temps en temps, il faut qu'il y ait des réaménagements pour donner un souffle nouveau. Je crois que c'est quand même une bonne chose et c'est là, ça ne veut pas dire que les autres qui ont été écartés ne sont pas capables ou soit ils sont moins. Non, on ne peut pas les juger comme ça parce qu'on n'a pas une mesure pour les juger. Mais nous croyons qu'il était temps quand même de réaménager les choses pour donner un souffle nouveau à la structure militaire et pour que les choses aussi s'effacent autrement. Et ensemble, nous devons accompagner nos forces armées, essayer de prier pour eux et que les autorités aussi leur dotent des moyens qui permettront à ceux qu'ils puissent bien faire leur travail pour pouvoir gagner cette bataille. Donc, nous sommes de cœur avec eux, par nos prières, nous les encourageons et nous croyons que vraiment la victoire est certaine parce que si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Quel que soit le temps que ça va durer, mais nous croyons que réellement nous allons récupérer nos territoires. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer d'avoir la paix à l'est du pays? Oui, nous l'espérons. Pourquoi ne pas espérer? Parce que l'est du pays, c'est un territoire congolais. À moins qu'on nous dise autrement, mais nous, on nous dit que l'est du pays, c'est le Congo. Donc, le Congo est indivisible. Donc, il y aura la paix à l'est du pays, quel que soit le temps que cela prendra. Mais nous croyons qu'il y aura la paix à l'est du pays. Et Dieu seul sait parce que lui, il dit qu'il est celui qui décrète les combats et qui les arrête. C'est sa parole. Et nous croyons que quand il a décrété ces combats, qu'il a permis qu'il y ait des foyers de tension, qu'il a permis à nos ennemis de nous envahir. Maintenant, nous tournons nos regards vers lui, nous crions vers lui, et avec la force qu'il donne à nos forces armées, l'intelligence qu'il donne à nos dirigeants pour pouvoir réorganiser les choses, nous croyons qu'il y aura vraiment la paix à l'est du pays. Et nous, ici à Kinshasa, nous les accompagnons par nos prières, nous les soutenons, et nous sommes de cœur avec eux, nous compatissons au malheur qui leur est arrivé. C'est le malheur physiquement, c'est eux qui en pâtissent, mais la République, toute la République est malade, on n'est pas calme, on n'est pas heureux parce qu'il y a une partie du corps du Congo qui a des problèmes, donc nous sommes ensemble avec eux et nous ne pouvons que tourner nos regards, nous croyons, nous chrétiens, tourner le regard vers celui qui a dit qu'il décrète les combats et qu'il les arrête. Nous avons vu qu'Alev s'est présenté devant le juge en un homme libre. Est-ce que c'est l'état de droit? Oui, moi, la question que je me suis posée, j'ai dit, mais lui, il est venu, il s'est présenté, il vient d'où? La première des choses que les juges devraient quand même, la première question, était de lui demander pourquoi il avait fui. Toi qui te dis innocent, que tu n'as rien fait, mais pourquoi tu as fui? Ou quand tu as fui, certainement, tu te reprochais des choses. Pourquoi il n'a pas affronté à ce moment-là la justice? On allait déjà clore le dossier. Et aujourd'hui, il se présente. Pourquoi? Parce qu'il a des garanties. On lui a promis qu'on ne va rien te faire, on ne va pas t'arrêter. Viens faire semblant et nous également, nous allons faire semblant. On va jouer le jeu et après, on va te laisser. Mais c'est qu'eux oublient qu'il y a quand même le juste juge qui sait juger les uns et les autres. Même si la justice des gens, la justice du monde ne peut rien vous faire. Mais on paye toujours ce qu'on a fait à d'autres. Parce qu'il y a quand même des séquelles qui sont restées dans la vie des personnes. Il y a des traumatismes que les gens ne peuvent pas oublier de sitôt. Mais aujourd'hui, il réapparaît avec arrogance, comme s'il n'avait rien fait. Mais il y a un Dieu qui juge tout et Dieu va le juger. Donc, nous allons observer la suite des événements. Et nous déplorons seulement la façon de faire de la justice de notre pays. Quand on dit que c'est la justice qui élève la nation, je crois que nos juges doivent quand même prendre conscience
de leur responsabilité. Si réellement nous voulons que la nation soit élevée et que réellement nous puissions avoir le développement, vraiment un développement durable, je crois que chacun devrait jouer sa partition pour l'intérêt de tous. Bon, il est venu, il se sent libre, il dit qu'il est innocent et ben, tout ce qu'il a fait, c'était par rapport à ses fonctions, mais pourquoi il avait fui? Et qu'aujourd'hui, il est là, on le laisse, il vient pour narguer les gens. Là aussi, ça énerve, parce que des personnes qui ont subi ces atrocités sont des Congolais. Donc, on devrait quand même protéger tout le monde de la même manière. Et la justice ne devrait pas être une justice à double vitesse, une justice juste et équitable. C'est cette justice qui élève la nation. Et non une justice au détriment des uns et une justice qui protège les nantis, qui protège des personnes, je ne sais pas, par rapport à quels critères. Mais là, dans l'opinion, ça passe pas. C'est vraiment une justice qui démontre ses faiblesses et vraiment que le Seigneur nous pardonne si nous allons continuer ainsi. Mais cela ne va pas aider notre pays vraiment à se développer, à ce que nous soyons vraiment élevés comme les autres nations, parce que nous n'avons pas respecté les principes pour que la nation soit élevée. Parlons de cette affaire Koulouna. Comment comprenez-vous que les banditismes urbains augmentent en République démocratique du Congo? Et est-ce que la police est incapable ou c'est juste qu'il ne sait pas maîtriser ces enfants Koulouna? Moi, je crois que quand il y a l'impunité, ce sont les conséquences. Les conséquences de l'impunité, c'est ça. Et ces enfants-là, ils commettent des bavures, ils tuent, ils font tout ce qu'ils font, peut-être en complicité aussi d'autres, je ne sais pas, là c'est selon mon point de vue. Il y a d'autres, peut-être des personnes qui devraient les traduire. Il y a aussi des membres de famille qui sont complices dans ce qu'ils font. Il y a d'autres qui les encouragent et il y a aussi les éléments de la police qui sont complices parce que partout dans nos quartiers, il y a des conteneurs de la police. Voilà. Comment cette police n'arrive pas à contenir ces voyous et comment ils sont là, ben on ne fait rien, ils tuent quand ils veulent, ils arrachent les biens des gens pendant que la police est là pour protéger les personnes et leurs biens. La police devrait être vraiment proche de la population, mais si le banditisme est accentué, mais c'est parce qu'il y a l'impunité. Quand on les arrête, on les envoie où? On les arrête aujourd'hui on t'arrête et demain on te voit encore revenir dans le quartier pour menacer les personnes qui t'ont cité. Donc même dans les quartiers, les gens ont du mal à citer les Koulouna qui habitent avec eux parce qu'après ils se disent quand on va l'arrêter et qu'on va le lâcher, il va revenir vers nous pour nous faire plus de mal. C'est comme ça que les gens ont peur. Mais si vraiment l'État pouvait exercer son pouvoir, son autorité, je crois qu'on élaguerait ce phénomène des Koulouna. Et là, qu'est-ce que nous voyons dans nos rues? Nous voyons déjà des petits-enfants qui traînent dans les rues et qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent le banditisme et après quelques années, ces petits-enfants aujourd'hui sont petits, demain ils seront de grandes personnes, c'est vraiment un danger, c'est une bombe à retardement et je crois il fallait vraiment que l'État exerce son pouvoir, son autorité pour pouvoir brimer ces brigands, ces malfaiteurs et qu'ils subissent la force de la loi. Parce que s'il y a l'impunité, si on les laisse faire, parce que c'est pas moi, c'était l'autre, ceux qui meurent sont les autres, ceux qu'on pille sont les autres, ce n'est pas nous, mais c'est pas bon. L'État doit exercer vraiment son autorité pour pouvoir prendre ces personnes-là, les envoyer, je ne sais pas où. Pourquoi seulement à Makala? On a connu des prisons comme le Zulu, on a connu des prisons comme les Angenga, on a connu
il y a des prisons dans nos provinces. Pourquoi ne pas les envoyer là-bas? On les laisse seulement ici, à Makala, et demain on les voit rentrer dans le quartier. Donc l'État vraiment nous demande aux autorités d'exercer leur autorité, leur pouvoir. En tant que parent, est-ce que cette éducation de ces enfants-là a été faillie à partir de la maison? Je dirais oui ou non, parce qu'il y a la société aussi corrompt. Oui, la société corrompt parce qu'il y a des parents, oui, bien sûr, il y a des parents qui sont responsables. Parce qu'il y a beaucoup de parents que nous le voyons, quand on arrête leurs enfants, il y a des mères qui pleurent aussi. Il y a des mères qui pleurent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les parents sont au courant, mais ils protègent. Pourquoi? Parce que eux, le papa ne travaille pas, la maman ne fait rien. C'est le Koulouna qui leur apporte de quoi subvenir aux besoins de la famille. Il y a d'autres familles qui sont complices, mais il y a d'autres aussi qui ne savent pas. Les enfants quittent comme ça, qui vont aller dans des groupes, des gangs, ils apprennent ce qu'ils apprennent là. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il faut apprendre de bonnes choses aux enfants quand ils sont encore petits. Parce que quand vous mettez de bonnes bases dans vos enfants, même qu'en grandissant, il leur sera difficile de se comporter autrement. Parce qu'ils ont une bonne base. C'est de nous, en tant que parents, c'est de notre responsabilité de pouvoir enseigner nos enfants, les éduquer, de bien les encadrer, apprendre aux enfants qu'on ne peut pas prendre le bien d'autrui. Que les enfants commencent d'abord par respecter les biens de la maison, de chez leurs parents, et après ces enfants, cela va être inculqué dans leur mentalité et ces enfants vont respecter les biens des autres. Mais si au niveau de la famille, on se laisse faire, les enfants qui pillent dans le sac de la mère, qui pillent dans les poches de papa et on les laisse faire comme ça, mais là c'est vraiment pouvoir protéger un lion qui ne dit pas son nom dans la famille. Et après, quand le lion va commencer à rugir, mais il va sortir de la maison pour aller mordre chez les voisins. Donc c'est à nous les parents aussi, nous avons une grande responsabilité de pouvoir bien enseigner les enfants quand ils sont encore petits et bien les encadrer pour qu'en grandissant, que ces enfants-là ne se détournent pas de cette voie que vous leur avez montrée, vous avez tracée pour eux. Parlons un peu de la PRECOP. Nous avons vu le secrétaire exécutif de la Nations Unies qui a demandé à la RDC de ne pas utiliser tous ces blocs pétroliers. Quelle est votre réaction? Là, c'est dommage aussi parce qu'ils nous prennent toujours pour les petits-enfants. Et pourtant, nous sommes, il y a 62 ans que nous sommes indépendants. Mais ces personnes, ils ne nous aident pas, ils ne nous apportent rien. Au contraire, c'est eux qui donnent des armes aux groupes armés qui nous attaquent. Parce que qu'est-ce que nous allons dire de ces groupes armés qui les arment, ces groupes armés, pendant que nous-mêmes, nous sommes dans un embargo, on ne peut pas se procurer les armes, mais les autres, eux-mêmes, les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies l'avait dit dans un discours que ces groupes armés ont des armes sophistiquées, et quand on lui a posé la question, mais qui les arme? Il n'a pas su dire qui les armait réellement, parce qu'il connaît. Et ils se reconnaissent dans ça. Et aujourd'hui, on vient nous imposer de ne pas exploiter nos blocs pétroliers. Et maintenant, en retour, ils nous donnent quoi? Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas de bonnes écoles, nous n'avons pas des infrastructures hospitalières. Ils ne nous donnent rien, mais ils nous imposent n'exploiter pas ça, Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour faire développer le Congo. 62 ans après l'indépendance du Congo, qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes là à la risée du monde. Et pourtant, nous sommes un pays potentiellement riche. Nous avons tout. Nous avons nos richesses minières. Nous avons maintenant pour le climat, nous sommes un pays solution pour le climat, pour le réchauffement climatique. Le Congo, un pays solution. Et ils nous demandent de ne pas exploiter ceci, de ne pas exploiter cela. Mais en retour, ils nous donnent quoi? En retour, ils ne nous soutiennent pas. Ils nous laissent seulement dans cet état de pauvreté, dans cet état minable. Et ils nous demandent cela. Moi, je crois que non.
on se laissera plus prendre. Le Congo a acquis une maturité, 62 ans après son indépendance, et maintenant nous allons nous assumer, à moins qu'eux nous proposent en retour, ils vont nous faire des routes, ils vont nous construire des écoles, des hôpitaux, ils vont nous donner des moyens pour construire des entreprises pour transformer nos minéraux. Et s'ils nous appuient dans ce sens-là pour créer des emplois, là peut-être on peut adhérer à leur logique. Mais sinon, si le contraire ne se fait pas, ben là on ne va pas obtempérer. Nous, nous sommes un pays, nous sommes souverains. Nous sommes un État souverain, mais là ils auront le peuple en face d'eux. Comment jugez-vous la participation de cette délégation étrangère en RDC pour la PRECOP? Ben c'est bien parce que la PRECOP, ce n'est pas une affaire de la République démocratique du Congo, c'est une affaire du monde. Donc la République démocratique du Congo a eu le privilège d'organiser la PRECOP pour la vraie COP qui se tiendra en Égypte au mois de novembre ici. Nous avons eu ce privilège d'organiser la PRECOP, donc il était tout à fait normal que d'abord la PRECOP était scindée en deux fractions. Il y a eu la fraction des scientifiques à Yangambi et maintenant c'était avec les ministres du monde qui sont arrivés et il y a eu des résolutions qui seront soumises à la COP en Égypte. Donc c'est tout à fait normal, ce n'est pas une affaire du Congo, c'est une affaire du monde. Donc quand le climat ne va pas, ce n'est pas seulement au Congo, mais c'est dans le monde entier. Et nous avons des ressources qui peuvent atténuer le réchauffement climatique. Et c'est pour cela qu'ils étaient venus ici. Ils ont tenu la réunion du 3 au 5. Et maintenant, nous attendons la COP qui aura lieu, la COP 27, qui se tiendra en Égypte. Est-ce que les Africains sont conscients de l'importance de la protection mondiale? De l'environnement? Oui. Bien sûr, nous sommes très conscients que nous devons protéger notre environnement, mais c'est que nous demandons aussi aux pays pollueurs, parce que ce n'est pas les Africains qui polluent. Il y a des pays pollueurs, que les pays pollueurs, nous attendons aussi leur implication, nous attendons aussi les dividendes, parce que nous ne polluons pas tel que eux polluent la nature. Et c'est pour cela les Africains sont très conscients de leurs avoirs, de leur potentialité, surtout nous qui sommes du bassin du Congo. Et nous croyons que le cri de la VPM, le cri du président de la République sera entendu et qu'à la COP 27, nos desiderata seront pris en compte et qu'il y aura des retombées pour la République démocratique du Congo. Nous chutons, nous allons vers la fin. Maman Marie-Josée Bounsana, parle-nous un peu, on fait l'appel aux femmes, aux grandes femmes qui veulent vraiment adhérer aux cartes de femmes politiques leaders, faire appel à ces femmes-là qui veulent faire la politique comme vous. Oui, moi je les encourage, mais d'abord, tu sais, Nobis, en tant que jeunes, vous les jeunes, quand on parle du réchauffement climatique, cela ne concerne pas seulement le ministère de l'Environnement, ni seulement la VPM de l'environnement, mais cela concerne tout le monde. Dans nos milieux, nous devons quand même assainir nos milieux et protéger parce que il va de notre survie. Donc tout le monde doit s'impliquer pour assainir le milieu, pour protéger nos arbres et également aussi reboiser dans nos parcelles. Cela permettra à ce que nous ayons vraiment ce qu'il nous faut pour la protection et l'atténuation du réchauffement climatique. Donc vous les jeunes, vous avez cette responsabilité, essayez de sensibiliser les autres aussi, évitons de jeter les déchets partout et il faut apprenons à nettoyer, à balayer nos quartiers et à canaliser nos déchets, nos vidanges, tout. Il y a une entreprise qui achète ces vidanges pour le recyclage, donc c'est tout ce que je demande aux jeunes. Et également aussi les femmes membres du cartel
c'est notre responsabilité aussi en tant que femmes leaders. J'encourage toutes ces femmes qui nous suivent et qui croient à ce que nous faisons, qu'elles viennent adhérer massivement. Il y a des formations pour le renforcement des capacités parce qu'on vient en politique, c'est bien. Il y a d'autres qui croient qu'on vient en politique pour s'enrichir. Non, la politique, moi j'ai toujours dit que c'est un apostolat. On ne vient pas pour s'enrichir, on vient pour apporter chacun dans son domaine, pour apporter des innovations, des changements dans son domaine, et ces changements qui feront à ce que nous puissions développer notre nation. Donc nous encourageons toutes ces femmes de venir nous rejoindre, et quand elles viendront au cartel, elles vont à participer à nos formations pour renforcer leurs capacités afin qu'elles soient vraiment très efficaces au sein de leur parti politique, au sein de leur structure aussi, mais aussi ils apprendront des méthodes pour la mobilisation de l'opinion publique si elles aspirent à devenir des candidates. Et là, elles auront des méthodes pour battre leur campagne, pour mobiliser l'opinion publique afin qu'elles puissent apporter des voix, des sièges pour leur parti politique. Donc les portes du cartel sont grandement ouvertes. Nous sommes là pour toutes ces femmes qui aspirent au poste de responsabilité dans notre pays. Un mot pour finir cette émission? Un mot, je dirais toujours, l'avenir du Congo est beau, comme avait dit notre papa, l'ancien Premier ministre Lumumba, notre héros national. L'avenir du Congo est bon, mais qu'il faut que chacun fasse du développement du pays son affaire, que chacun de nous dans son domaine doit quand même faire quelque chose qui fera que cela puisse apporter un changement. Donc nous avons cette responsabilité. Ce n'est pas seulement en assumant des fonctions dans le gouvernement ou bien en étant député ou ceci, cela, mais chacun dans son domaine. Même la femme ménagère là doit savoir comment protéger son environnement, apporter un changement dans la gestion de la famille, dans la gestion de ses enfants, dans leur éducation, et que les enseignants également apportent que chacun de nous puisse apporter un petit changement dans son domaine, et ce petit changement apportera les grands changements dans tous les secteurs de la vie nationale, afin que nous puissions réellement atteindre le développement, les défis qui nous attendent d'ici 2030 pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est tout ce que je peux dire au Congo, et je souhaite à toutes les femmes leaders un bon week-end chez elles, et tenant bon, nous croyons que la victoire est certaine. Nous sommes arrivés à la fin, la victoire est certaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes, qui est à la présentation Nobis Molongia, qui vous a servi aujourd'hui. Je dis merci à Maman Marie-Josée Bounsana, qui est cadre du MLC et président du cartel de femmes politiques leaders. Je dis merci à la grande équipe technique. Je dis merci à Olivier. Je dis merci à Doudou Montieri, je dis merci à Moro Njambé, et on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Je vous dis au revoir. Merci.